Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire «Que faire ou ne pas faire face à un comportement fautif d'un salarié, la sanction disciplinaire». Alors avant de me présenter, je vous indique le déroulement, de cette session. Je vais donc vous présenter tout le webinaire et tout notre programme, et à l'issue du webinaire, vous pourrez poser vos questions via le chat. Comme ça, on pourra finir le webinaire à temps, et ceux qui ont besoin de partir pourront continuer leurs activités, et ceux qui auront un peu de temps, on restera pour partager les questions. Ce webinaire est enregistré et nous vous l'enverrons courant semaine prochaine notamment, pour que vous puissiez le regarder en replay. Et puis, à la fin de ce webinaire, nous vous proposerons une nouvelle offre qu'on lance aujourd'hui avec le cabinet en matière de conseil, et vous pourrez prendre rendez-vous directement avec le cabinet derrière. Voilà pour ces propos liminaires. Alors, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Florence Geneletti, je suis avocate depuis 2008. Je suis fondatrice du cabinet Geneletti Avocats. Moi, je suis spécialisée en droit du travail depuis 2013, et depuis 2008, je ne fais que du droit du travail. Mes 8 premières années de barre, je n'ai fait que du contentieux. J'ai plaidé devant plus de 70 conseils de prud'homme et quasiment toutes les cours d'appel en France. Et depuis 2015, j'ai développé toute la partie conseil aux entreprises. Et puis, je fais aussi beaucoup aujourd'hui de négociations de rupture de contrat de travail pour les cadres et les cadres dirigeants, et pour les sociétés également. Et puis, au cabinet, on plaide également devant l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'appelle aujourd'hui le pôle social du tribunal judiciaire. Le cabinet, nous sommes 2 avocates aujourd'hui, on sera 3 en janvier avec Pauline Boulard qui animera les questions à la fin du webinaire, et qui nous rejoindra en tant qu'avocate en janvier 2023. L'idée étant que pour chaque dossier, pour chaque client surtout, nous soyons 2 avocats dédiés, un associé, un collaborateur, pour que quand un de nos clients a une question, il ait toujours un avocat qui connaisse son dossier, qui connaissent sa société, qui connaissent les enjeux et les pratiques en termes de gestion des relations sociales, si l'autre avocat est occupé à plaider ou à dispenser un webinaire. Les valeurs du cabinet, nous, on est proche de nos clients compte tenu de leur taille et compte tenu de la taille aussi du cabinet. Nos mots d'ordre, c'est humanité, réactivité et proximité. On est un cabinet qui est accessible, et on essaie de répondre le plus rapidement possible, de revenir le plus rapidement possible vers vous, parce qu'en droit du travail, classiquement, les demandes sont urgentes. Et tout ça pour nous permettre de définir et de mettre en place une stratégie qui vous est personnalisée, qui est adaptée face aux problématiques que vous rencontrez, et surtout à votre objectif derrière. Voilà pour ces propos liminaires. Passons sur ce webinaire. Comment définir le pouvoir disciplinaire et la notion de faute? Puisqu'en fait, dans le droit du travail, que ce soit le code du travail ou dans la jurisprudence de la Cour de cassation, tout est très lié. Il faut rappeler que la base, toujours, c'est l'article 1331-1 du code du travail, qui dit « constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales », on va y revenir, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière et sa rémunération. Le préalable, et ça va être tout le sujet de notre présentation et de nos échanges à la fin de cette présentation aujourd'hui, c'est à quel moment l'employeur peut considérer qu'un fait du salarié est fautif selon lui ou pas. Alors, on enfonce des portes ouvertes, et on va le revoir après. On a souvent comme question, ou parfois dans le conseil de prud'homme, des employeurs qui nous disent moi, j'ai licencié pour faute mon salarié qui était l'auteur d'insuffisance professionnelle ou de l'insuffisance de résultat. Alors là, attention, ça c'est archi constant dans la Cour de cassation. L'insuffisance professionnelle ou l'insuffisance de résultat n'est pas fautif et n'est jamais
ne peut jamais être sanctionné par une faute. Si l'employeur sanctionne par une faute un comportement qu'il juge relevant de l'insuffisance professionnelle, c'est-à-dire que le salarié n'atteint pas ses résultats ou est insuffisant professionnellement dans son poste de travail, le licenciement, s'il est contesté devant le Conseil de prud'homme, sera automatiquement comme dénué de cause réelle et sérieuse, et l'employeur sera condamné à verser au salarié des dommages et intérêts minimums, et plus si c'est un licenciement pour faute grave qui est prononcé. Alors justement, on vient tout de suite sur le préalable. Quelles sont les principales catégories de fautes? Globalement, il y en a deux. Ce sont tout ce qui relève du comportement humain et tout ce qui relève du comportement professionnel. Alors, ce qui relève du comportement humain, quelques exemples, ça va être des retards, des propos injurieux, une attitude inappropriée, des absences injustifiées, des faits de harcèlement moral. Alors là, quelques observations. Évidemment, il ne faudra pas sanctionner de la même manière un salarié qui a une grande ancienneté et qui a un retard, et un salarié qui vient d'être embauché et qui a déjà des absences injustifiées ou des retards répétés. Là, on y reviendra, mais la sanction va dépendre aussi d'un certain nombre de facteurs appartenant au salarié. Sur les propos injurieux ou l'attitude inappropriée, attention, la Cour de cassation l'a souvent dit, le redit de manière insistante depuis quelque temps, il faut bien différencier ce qu'on pourrait considérer comme des propos injurieux ou une attitude inappropriée et la liberté d'expression du salarié. La Cour de cassation a notamment dit à plusieurs reprises que le cadre qui fait savoir son désaccord avec la politique de l'entreprise ou une nouvelle stratégie mise en œuvre n'a pas un comportement fautif parce que compte tenu de son niveau hiérarchique et de ses responsabilités, il a la possibilité de faire valoir son désaccord ou son incompréhension, évidemment avec des propos tout à fait respectueux, il ne faut pas qu'il y ait d'injures, et que cela ne relève pas d'un comportement fautif. S'agissant des catégories de fautes relevant plutôt du côté professionnel, exécution du contrat de travail, on vise tout ce qui est exécution défectueuse volontaire des missions et consignes du travail ou une exécution volontaire des missions et consignes de travail. Pour être un peu plus clair, ça va être un salarié qui volontairement, on a eu des dossiers récemment, j'y pense là au cabinet, de commerciaux qui volontairement font des remises à des clients ou à des prospects plus importants que d'habitude, non justifiés et sans avoir eu l'aval de leur responsable. C'est un salarié qui avait l'habitude, par exemple, de fournir des plannings pour porter à la connaissance de son employeur son planning, et parce que ce sont les habitudes de la société qui soudainement ne le fait plus et de manière volontaire. Et là, c'est effectivement un comportement qu'on peut considérer comme fautif relatif à l'exécution du contrat de travail. Alors, dans les comportements, les questions qui ont pu nous être posées récemment au cabinet, on vous a mis un panel de questions qui peut vous parler et qu'il faut anticiper lorsque vous avez un salarié qui commet un comportement fautif, que ce soit vous qui en soyez témoin ou qu'on vous le rapporte. On a eu un certain nombre de dossiers où on a eu du mal à rattraper parce que c'était trop tard. Vous verrez, on va vous présenter après une série d'étapes à passer pour éviter des erreurs dans une procédure disciplinaire. Alors, par exemple, on est comme question, je reçois un courrier d'un délégué syndical ou d'un avocat affirmant que le licenciement prononcé à l'égard de mon salarié, de mon ancien salarié, est sans cause réelle et sérieuse parce que je n'ai pas saisi le conseil de discipline. Et le client nous a dit, mais alors nous, moi pas du tout, mon licenciement est tout à fait fondé, je ne saisis jamais le conseil de discipline et je n'avais pas à le faire. Est-ce vrai? On va voir qu'il faut vérifier la convention collective qui vous est applicable parce que vous avez parfois des contraintes supplémentaires. J'ai licencié un salarié pour des faits graves. Lors de la procédure devant le conseil de prud'homme, un salarié présent au moment des faits refuse de témoigner car les faits sont trop anciens et qui ne veut plus se mêler de cette affaire. Comment éviter ce genre de situation? Là, on vous présentera l'étape de constitution immédiate et préalable de votre dossier disciplinaire. Je suis DRH et lorsque je reviens de vacances le 1er septembre, un chef d'équipe m'informe avoir été témoin d'un comportement fautif d'un salarié placé sous sa responsabilité, mais qui avait eu lieu le 26 juin précédent.
Puis-je encore sanctionner? Vous voyez tout de suite qu'a priori, la réponse va être non, et on va revenir justement sur cette problématique de qui est considéré comme employeur, dont la connaissance des faits fait démarrer le délai de prescription pour sanctionner. Je reçois un salarié à un entretien préalable et une sanction disciplinaire. Lors de l'entretien, je l'informe qu'il va être licencié et qu'il recevra un courrier à son domicile. À la fin de l'entretien, j'en profite également pour informer les autres salariés de cette décision. En ai-je le droit? La réponse est non, on y reviendra. Et enfin, le 10 juin, je notifie un avertissement à un salarié pour des faits en date du 29 mai. Puis le 12 juin, je notifie un second avertissement à ce même salarié pour des faits en date du 2 juin, dont j'avais connaissance le 10 juin quand j'ai notifié le premier avertissement. Est-ce possible? Là, on va revenir sur l'utilisation du pouvoir disciplinaire et sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur quand il l'utilise. Alors, quelles sont les étapes à passer? On en a listé 7. Dans quel délai dois-je agir? Puis-je sanctionner? Quel texte vérifier? Quels sont les garde-fous du choix de la sanction? Quelle sanction choisir? Comment constituer le dossier? Et enfin, comment mettre en œuvre la procédure disciplinaire? Ça, c'est une sorte de checklist qui est interne au cabinet, qu'on a définie avec tous les dossiers qu'on traite et qu'on vous transmet pour que vous puissiez bien vérifier ces étapes avant de sanctionner. Alors, première étape qu'on a vue dans la liste de questions, dans quel délai dois-je agir? La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'action doit être rapide. Alors, les textes vous disent que l'employeur a 2 mois pour engager les poursuites disciplinaires à compter du jour où il en a connaissance, où il a une connaissance exacte et complète des faits. Les 2 mois courent à partir de l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire la convocation à l'entretien préalable. La question qui se pose, et qui s'est posée à plusieurs reprises devant la Cour de cassation ces derniers mois, c'est qui est l'employeur? Qui est titulaire du pouvoir disciplinaire ou qui est le supérieur hiérarchique du salarié même s'il n'a pas le pouvoir disciplinaire? En effet, la Cour de cassation, en fait, maintenant, différencie le titulaire du pouvoir disciplinaire et le supérieur hiérarchique du salarié. Dans certaines entreprises, on voit parfois soit qu'il y a 2 supérieurs hiérarchiques, un qui a le pouvoir disciplinaire, un qui a le pouvoir hiérarchique, ou encore des supérieurs hiérarchiques qui ont seulement le pouvoir disciplinaire, qui ont seulement une autorité hiérarchique, mais pas le pouvoir disciplinaire. Pour autant, la Cour de cassation dit que c'est le supérieur hiérarchique dans l'organigramme ou parfois même dans les faits, quand l'organigramme n'est pas conforme à l'organisation actuelle de la société, c'est ce supérieur hiérarchique dont la connaissance exacte et complète des faits fait démarrer le délai de prescription de 2 mois. On revient à la question qu'on posait tout à l'heure. Si le supérieur hiérarchique a connaissance de faits le 26 juin, mais moi, DRH ou RRH, il porte à ma connaissance les faits à son retour de congé ou à mon retour de congé le 1er septembre, c'est trop tard. Les 2 mois sont passés. Le titulaire la personne qui est considérée comme titulaire et comme supérieur hiérarchique avait connaissance des faits plus de 2 mois avant, on ne peut plus sanctionner. Question fréquente, l'arrêt de travail ne suspend pas, n'interrompt pas le délai de prescription. Le seul événement qui interrompt le délai de prescription, c'est l'éventuel engagement de poursuites pénales. Mais les poursuites pénales sont assez rares. En tout cas, l'arrêt de travail ne suspend pas, n'interrompt pas le délai de 2 mois. Souvent, moi, j'ai des clients qui me disent « Bon, mon salarié vient d'avoir un comportement fautif et il vient de se mettre en arrêt maladie d'1 semaine. » Et souvent, c'est lié parce que le salarié sait qu'il est un peu mal en point dans la société. Et les RRH, les DRH nous disent j'attends 1 semaine et à son retour, je lui mets une convocation en main propre pour une convocation en entretien préalable ou je lui notifie un avertissement. Là, je vous dis attention warning parce que si le salarié derrière vous cumule les arrêts de travail d'1 semaine, de 2 semaines, vous allez perdre du temps et à un moment, il n'y aura plus de sens d'avoir attendu 3 semaines, 1 mois d'arrêt maladie pour sanctionner avec un avertissement ou pour convoquer un entretien préalable. Donc, même si un arrêt maladie, nous, on préconise toujours d'agir le plus rapidement possible et si le salarié n'est pas là, de lui envoyer l'avertissement ou bien la convocation à l'entretien préalable par courrier recommandé.
Étape 2, puis sanctionner. Là, on vous a mis 3 questions préalables et si vous répondez oui à ces questions, c'est qu'a priori, vous pouvez continuer votre processus disciplinaire. Est-ce que c'est la première fois que je sanctionne des faits? Donc ça, je vous en reparlerai. Il y a la fameuse expression latine qu'on aime bien chez les juristes qui est non bis in idem. On ne peut pas sanctionner 2 fois un même fait. Et là, on va y revenir puisque le moindre écrit peut être considéré comme une sanction. Deuxième question, les faits ont-ils été commis par le salarié lui-même? Si c'est non, vous ne pourrez pas sanctionner. Si c'est oui, on pourra continuer. Là, on a un arrêt actuellement, pas un arrêt, pardon, un dossier dans le sud où on a sanctionné un salarié qui n'avait pas fait une vérification sur un chantier et pourtant c'est lui qui avait signé le compte-rendu de chantier. On l'a licencié pour faute grave parce qu'il y avait des faits extrêmement graves dans ce dossier. Et là, il conteste son licenciement et arrivé devant le conseil des prud'hommes, le salarié nous sort une attestation de la cliente chez qui il est intervenu en équipe, qui nous dit: mais moi, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu monter dans les combles, ce n'est pas lui qui est monté, lui, il était dehors. Et là, en fait, on découvre que eh ben, ce n'est pas le salarié qui avait commis ces faits, mais personne ne nous l'a dit. Et lui, il avait bien signé le rapport d'intervention, donc on pensait que c'était lui. Enfin, troisième question, puisque vous pouvez les faits reprocher aux salariés, si je n'ai pas de preuves matérielles et factuelles, on va difficilement pouvoir sanctionner. En plus, si le salarié conteste la sanction, que ce soit un avertissement ou un licenciement, il y a de grandes chances, il y a de grands risques pour que la sanction soit annulée. Troisième étape, très important, quel texte vérifier? Puisque classiquement, on s'arrête aux textes légaux et on déroule sa procédure disciplinaire. Attention, puisque deux séries de textes peuvent vous contraindre. La première, c'est le règlement intérieur, si vous y êtes soumis ou si vous en avez un. Et surtout, ça peut être votre convention collective. Puisque vous avez des conventions collectives qui vous mettent un certain nombre d'obligations, et notamment celle de réunir un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire. Pour vous donner un exemple, on a la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui impose l'obligation de réunir un conseil de discipline. Non, attendez, ça c'est sur les sanctions, je me suis trompée. C'est la convention collective des transports publics urbains pour les réseaux de voyageurs et la convention collective des organismes de sécurité sociale qui impose ce conseil de discipline. Et je reviens sur ma convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ça, c'est une convention collective qui impose d'avoir notifié au moins 2 sanctions avant de pouvoir licencier. Et cette convention collective vous impose aussi d'annuler une sanction dans un dossier disciplinaire au bout de 2 ans et non pas au bout de 3, comme on le voit classiquement dans la loi. Et ces dispositions sont importantes puisque la Cour de cassation, de manière archi-constante et qui vient encore de le refaire en avril 2022, nous dit que le non-respect de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilé automatiquement à une violation de garantie de fonds et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, fouillez bien vos conventions collectives parce qu'il y a en plus certaines conventions collectives qui imposent de réunir un conseil de discipline qui en général réunit un représentant salarié, un représentant employeur. Dans le texte de la convention collective, ce n'est pas nécessairement dans le chapitre ou la section relative au licenciement. Donc, fouillez bien votre convention collective parce qu'on a déjà eu des mauvaises surprises. Ensuite, d'autres automatismes à voir, c'est dois-je consulter les représentants du personnel? Puisque effectivement, il y a une obligation de consulter le CSE dans des cas où la sanction envisagée l'est contre un salarié qui est protégé contre le licenciement. Donc là, ce sont les classiques, les délégués syndicaux, les membres du comité social économique, les femmes en congé maternité ou enceintes, les salariés en congé paternité ou encore, par exemple, les salariés absents en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et enfin, autre question, dois-je mener une enquête? La réponse est oui, notamment dans les cas de harcèlement moral ou sexuel. Il faut mener une enquête contradictoire, consulter le CSE, suivant la gravité des faits, dispenser d'activité ou mise à pied à titre conservatoire le salarié qui est accusé. Alors attention,
dans les cas de harcèlement moral, de dénonciation de harcèlement moral, vous ne pouvez pas être jugé partie. Il faut le premier réflexe à avoir dans ces cas de dénonciation, sans savoir si pour moi la dénonciation est vraie ou pas, il faut bien protéger la victime, écarter la personne qui est accusée. On a actuellement au cabinet un dossier très sensible, puisqu'on a mené des élections du CSE il y a 3 semaines. Les élections se sont bien passées, on a nos élus. 3 jours après les élections, on a 4 salariés qui viennent courrier à l'appui dénoncer une salariée élue suppléante comme étant l'auteur de harcèlement moral. Donc là, c'est un grand chambardement dans l'entreprise parce que déjà, c'est une salariée qui avait la confiance de la direction et qui manifestement avait un double comportement entre le moment où elle était en échange avec la direction et le moment où elle était en échange avec les salariés dont elle était la coordinatrice. Donc, on a tout de suite mené, en tout cas mis les salariés qui se disaient victimes à l'abri en écartant la personne qui était accusée. Et là, au fur et à mesure du temps, avec les enquêtes qui sont menées, les dépôts de plaintes qui sont posés, on se rend compte qu'on n'est pas forcément sur du harcèlement, on est à la limite. Ça va être plutôt une mésentente entre collègues ou un comportement qui est inadapté. En tout cas, c'est extrêmement sensible. On prend tous les garde-fous et toutes les mesures nécessaires parce que derrière, on va devoir déposer un dossier devant l'inspection du travail si on décide de licencier la salariée. Et voilà, c'est des procédures qui sont extrêmement minutieuses à mener. Parfois, on fait intervenir des prestataires extérieurs pour voir si en plus il n'y a pas des problèmes en termes de conditions de travail et s'il n'y a pas d'autres salariés qui seraient concernés. Ensuite, quels sont les garde-fous du choix de la sanction? Alors, le principe, c'est la liberté de choix de l'employeur. L'employeur peut choisir la sanction qui lui paraît le plus adaptée face au comportement du salarié. L'employeur a aussi la possibilité de sanctionner différemment des salariés ayant participé à une même faute ou de sanctionner un salarié et pas l'autre sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, évidemment. Là, dans le dossier dont je viens de vous parler, on a aussi découvert que les salariés qui avaient dénoncé cette salariée qui serait auteur de harcèlement moral ont un comportement, en tout cas un comportement fautif qui est proche de celui qui est dénoncé. On s'est rendu compte que les 5 salariés avaient pris l'habitude, ou de manière ponctuelle, de se badger quand elles avaient un retard. Alors, la salariée qui est accusée, elle, en plus d'avoir un comportement inadapté vis-à-vis des salariés, se faisait badger pendant 2 heures, 3 heures et allait faire des courses en envoyant des WhatsApp à ses copines. Et les autres n'ont jamais eu un tel comportement. Elles ont simplement demandé aux autres de se badger ponctuellement quand elles avaient un peu de retard. Et là, on est en train d'envisager la possibilité de prononcer des sanctions différentes parce qu'il y a des faits différents. Mais là, il va vraiment falloir qu'on soit minutieux dans notre procédure parce que comme la salariée accusée est en plus représentante du personnel, il faudra absolument qu'on montre qu'elle n'est pas victime de discrimination syndicale parce qu'en plus, elle a été élue au premier tour dans le cadre en appartenant à un syndicat. Donc voilà, on a la possibilité de sanctionner différemment ou de pas sanctionner, mais attention aux motivations. Évidemment, principe de proportionnalité, ça j'ai commencé à en dire un mot au début de ce webinaire. La sanction doit être proportionnelle à la faute commise, c'est-à-dire qu'un salarié qui a un retard, on ne va pas lui prononcer un licenciement pour faute grave en son encontre. Et il faut prendre aussi en compte les éléments propres au salarié, son ancienneté, son passé disciplinaire, ses fonctions, son niveau de responsabilité. Le salarié cadre manager qui est en poste depuis 5 ans, s'il a une absence injustifiée, on ne va pas le licencier. Le salarié qui n'a pas de responsabilité, qui cumule les retards, par exemple, les mauvaises exécutions du contrat et qui est là depuis 3 mois, on va pouvoir réfléchir à une rupture de contrat de travail. Je vous le disais tout à l'heure, on a un article du Code du travail, c'est le L1332-5, qui permet d'utiliser des sanctions qui ont été prononcées dans les 3 années précédentes et qui ont un lien avec de nouveaux faits fautifs pour aggraver une faute. C'est-à-dire qu'un salarié qui a eu un certain nombre de retards ou d'absences qui a été sanctionné par un avertissement dans lequel on lui a demandé de se reprendre et qui derrière a de nouveau
une absence injustifiée, on pourra le licencier en justifiant le licenciement par le passé disciplinaire, en disant « vous avez déjà été l'auteur de comportements fautifs, on vous a sanctionné par un avertissement, on vous a demandé de vous reprendre, volontairement vous ne vous êtes pas repris, vous persistez dans votre comportement fautif, aujourd'hui on décide de prendre une sanction qui est plus grave ». Je reviens à une de mes slides précédentes. Attention à votre convention collective. Dans la convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, on vous dit que les sanctions ne peuvent être utilisées que pendant 2 ans et pas 3. Donc, c'est plus restrictif. Donc, attention aussi à ça. Ensuite, quelles sanctions choisir? Alors, on vous a fait un petit rappel des sanctions qui existent. Le blâme, alors moi, je crois qu'en 15 ans d'exercice, je l'ai vu une fois. L'avertissement, la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement disciplinaire. Première chose, vous devez vous référer à votre règlement intérieur quand vous en avez un. Alors, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2020, le règlement intérieur est obligatoire non plus à 20 salariés, mais à 50 salariés. Et dès lors qu'on a un règlement intérieur, on doit prévoir l'échelle des sanctions. En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés non soumises à l'obligation de règlement intérieur, l'employeur garde la liberté de choix dans sa sanction. Si la sanction est contestée, l'employeur devra prouver qu'au jour de la sanction, il n'avait pas l'obligation de prendre un règlement intérieur. Alors, le blâme, rapidement, c'est un écrit qui met en garde le salarié afin qu'il ne réitère pas son comportement fautif. Le blâme n'a pas d'incidence sur la présence, la fonction, la rémunération, la carrière ou la rémunération du salarié. Là, ce sont des faits mineurs qui sont sanctionnés. Il n'y a pas de procédure à respecter. Il faut simplement que le blâme soit notifié par écrit. L'avertissement, de la même manière, il n'y a pas d'incidence sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Ce sont des faits qui sont un peu plus graves que le blâme qui sont sanctionnés. Là, attention au règlement intérieur qui prévoit cette sanction et l'avertissement doit être notifié par écrit. Alors, attention, qu'est-ce qu'un avertissement? Ce n'est pas uniquement un courrier dont l'objet est intitulé « avertissement », puisque la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur d'autres écrits qui ont été considérés comme avertissements. C'est tout écrit exprimant des griefs qui peut être analysé comme un avertissement. Les exemples concrets sont les suivants. Compte rendu d'entretien annuel d'évaluation, lettre quelconque, mail. Ça peut être déjà considéré comme un avertissement, donc une sanction. Et si vous avez déjà identifié des faits fautifs dans le compte rendu annuel et que vous avez demandé pareil par écrit dans le compte rendu annuel aux salariés de se reprendre, c'est déjà un avertissement. Donc, vous ne pouvez pas derrière prendre une deuxième sanction pour les mêmes faits, car on sera dans la règle des 2 sanctions interdites pour des mêmes faits. La mise à pied disciplinaire, donc là, attention, surtout si vous avez un règlement intérieur, parce que le règlement intérieur doit prévoir le nombre de jours visés par la mise à pied à titre disciplinaire. Là, on a la procédure disciplinaire qui s'applique. Le salarié doit être convoqué à un entretien préalable. La mise à pied disciplinaire, dans son principe et dans sa durée, doit être prévue par écrit dans la sanction. Si le salarié est en arrêt de travail le jour où doit commencer la mise à pied disciplinaire, la sanction, l'exécution ne peut pas être différée. Le salarié cumulera arrêt de travail et mise à pied disciplinaire. Attention, petit rappel, la mise à pied disciplinaire est une sanction qui sanctionne des faits, à ne pas confondre avec la mise à pied à titre conservatoire qui est prononcée avant un licenciement pour faute grave, en tout cas lorsque ce licenciement est envisagé. Rétrogradation, là aussi, c'est assez rare. C'est un changement d'affectation du salarié à un poste différent de niveau inférieur. On touche à la modification du contrat de travail. Ça vient sanctionner des faits graves. On suit la procédure disciplinaire toujours en vérifiant le règlement intérieur, éventuellement la convention collective. Le salarié doit être convoqué à un entretien préalable et on doit lui proposer la rétrogradation par la suite. Comme on touche à la modification du contrat de travail, on est dans le régime juridique de la modification du contrat de travail. Soit le salarié accepte et on a cette modification du contrat, soit le salarié refuse. Le refus en lui-même n'est pas fautif. En revanche, il faudra prendre une sanction de substitution plus grave ou plus lourde. C'est rarissime les rétrogradations parce que ça veut dire que le salarié reconnaît sa faute et accepte d'être sanctionné, d'être puni pour cette faute. C'est rarissime. Le licenciement disciplinaire que vous connaissez bien, encore une fois, souvent on nous dit mais la loi dit qu'il faut 3 avertissements avant de prononcer un licenciement. Non, la loi ne dit pas ça.
Peut-être que votre règlement intérieur le prévoit, peut-être que votre convention collective le prévoit, mais si ça n'est pas le cas, vous avez la possibilité de sanctionner tout de suite un comportement fautif par un licenciement. Là, c'est la fin de la relation contractuelle. On a 3 types de fautes, hein, la faute simple, la faute grave ou la faute lourde. Je vous rappelle que la faute lourde, elle est rarissime, puisque c'est une faute d'une particulière gravité révélant une intention de nuire du salarié à l'encontre de l'entreprise et de l'employeur, sachant que la Cour de cassation dit que le salarié qui vole l'employeur n'a pas commis de faute lourde. Donc, évitez au maximum la faute lourde et même enlevez-la de votre esprit. L'échelle des sanctions, rapidement, on vous le rappelle, la faute simple n'est privative ni d'indemnité de préavis, ni de congé payé, ni d'indemnité de licenciement. En revanche, la faute grave et la faute lourde n'ouvrent droit qu'à l'indemnité de congé payé. Alors, je vous rappelle que la procédure disciplinaire s'applique pas uniquement pour les CDI, mais également pour les CDD et les CTT, les contrats de travail temporaires. On peut prononcer pour les salariés avec ces contrats de travail un blâme, un avertissement, une mise à pied disciplinaire, une rétrogradation et non pas un licenciement pour faute grave, mais une rupture anticipée pour faute grave. Les règles de procédure sont les mêmes et en cas de rupture anticipée pour faute grave, ce n'est pas l'indemnité de licenciement qui n'est pas versée, mais l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission. Étape 6, comment constituer le dossier? J'accélère un peu parce que le temps avance. N'oubliez pas, quand vous vous lancez dans une procédure disciplinaire, de tout de suite constituer votre dossier, c'est-à-dire de tout de suite avoir les éléments de preuve pour lancer la procédure. Parce que, premièrement, ça vous donnera de la consistance dans votre démarche, dans votre discours auprès du salarié et postérieurement auprès d'autres salariés, mais également s'il y a une contestation derrière devant le conseil de prud'homme, vous aurez déjà tout votre dossier constitué, parce que quand il faut établir un dossier 2 ans après le licenciement, le temps du licenciement, de la saisine du conseil de prud'homme, du bureau de conciliation, et qu'on arrive à la date de dépôt des conclusions pour l'employeur, parfois il y a 2 ans. Alors, les éléments écrits sont classiques, ce sont les mails, les témoignages, les SMS et maintenant les WhatsApp et puis parfois les publications Facebook avec les garde-fous du profil public et privé. Vous en avez largement entendu parler dans les médias parce que lors d'une instance devant le conseil de prud'homme, si l'employeur ne peut pas prouver les faits, ça on l'oublie et parfois c'est méconnu, il y a l'article 1235-1 du Code du travail qui dit « le doute profite aux salariés ». Donc si on est incapable de rapporter la preuve des faits fautifs, il y a un doute, ça profitera aux salariés et le licenciement ou la sanction ne sera pas fondé. La procédure disciplinaire, vous la connaissez. Elle est classique, procédure disciplinaire, quand elle est obligatoire. Pour un avertissement ou un blâme, on n'a pas à passer par une procédure disciplinaire avec une convocation à un entretien préalable. N'oubliez pas que même s'il y a 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable, nous, on prévoit une semaine calendaire parce qu'avec les délais postaux en ce moment, il vaut mieux prendre un petit peu de temps et de largesse dans les procédures pour qu'on n'ait pas un vice de procédure dans le dossier. Lors de l'entretien préalable, un petit focus, vous vous souvenez que le salarié peut venir accompagné d'un conseiller du salarié. La personne qui se présente dans votre entreprise doit vous montrer sa carte de conseiller du salarié. Si la personne qui accompagne le salarié est incapable de justifier de son identité, vous avez le droit, vous, employeur, représentant de l'employeur, le droit de sortir, en tout cas de dire à la personne de sortir de votre entreprise parce que c'est vous qui avez la liberté d'accepter ou pas les gens qui se présentent dans l'entreprise. Alors attention, hein, n'oubliez pas aussi que c'est très hypocrite, mais l'entretien préalable est un lieu d'échange où l'employeur doit récolter la parole du salarié, ses explications face aux faits qui lui sont reprochés. Vous n'avez pas pris votre décision et à la fin de l'entretien préalable, même si le salarié ou le conseiller du salarié sont insistants en disant « Allez, mais dis-moi, je sais que tu as me licencier », non, vous prenez le temps de la réflexion et vous ferez connaître votre décision, notamment pour un licenciement, après les 2 jours ouvrables, après l'entretien préalable. Pareil, attention à votre discours et à votre communication en interne. Tant que vous n'avez pas envoyé la lettre de licenciement ou la sanction, vous ne pouvez pas communiquer auprès de vos salariés sur le sort réservé aux salariés qui est incriminé.
Si, lors de l'entretien préalable, vous dites au salarié, ah bah oui, effectivement, je vais te licencier, c'est considéré comme un licenciement verbal qui est infondé. Donc, attention à cette étape. La notification de la sanction pour licenciement, c'est obligatoire, c'est un courrier recommandé. Pour les autres sanctions, c'est courrier recommandé ou courrier remis en main. Les conséquences des sanctions disciplinaires, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Seul le licenciement rompt le contrat de travail. La mise à pied disciplinaire le suspend pendant un temps et prive de rémunération. La rétrogradation modifie le contrat de travail avec des conséquences sur le poste et la rémunération. En revanche, le blâme et l'avertissement n'ont aucune conséquence sur le contrat de travail et la rémunération. Ensuite, un slide sur votre risque prud'homal. Je vous rappelle que le salarié peut saisir le conseil de prud'homme pour contester la sanction et tenter de la faire annuler. On a 2 prescriptions différentes. Pour le licenciement, la prescription est de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Si on est sur un licenciement pour faute simple avec exécution du préavis, ce n'est pas la fin du préavis qui fait partir le délai de 12 mois, mais bien la notification, la lettre de licenciement. En revanche, pour les autres sanctions, on n'est pas sur la rupture de contrat, mais sur l'exécution du contrat de travail. Donc, la sanction peut être contestée pendant 2 ans devant le conseil de prud'homme. Les risques financiers, blâme, avertissement, c'est uniquement des dommages d'intérêt pour le préjudice prouvé. Pour la mise à pied disciplinaire, si elle est annulée, il y a en plus les rappels de salaire pour le temps, pendant les quelques jours pendant lesquels le contrat de travail a été suspendu. La rétrogradation, ça va être rappel de salaire et dommages et intérêts et reprise de l'ancien poste avec l'ancienne rémunération. Le licenciement, alors aujourd'hui, il y a 2 types de risques. Soit le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Donc là, on a les dommages et intérêts, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés. On vous a remis une partie du barème Macron. On s'est arrêté à 25 ans d'ancienneté, mais ça peut aller un petit peu plus loin. Vous l'avez vu et archi-vu dans les médias, sur les réseaux sociaux, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de valider par un arrêt du 11 mai 2022 le barème Macron. Donc là, on a moins de risques d'avoir des décisions incompréhensibles devant le conseil de prud'homme. Et le deuxième motif de contestation, c'est le licenciement nul. La violation d'une liberté fondamentale, des faits de harcèlement moral ou des motifs discriminatoires, ou non-respect du statut protecteur. On avait une recrudescence de cette demande de nullité du licenciement parce que depuis le barème Macron et suivant l'ancienneté du salarié, les indemnités sont moins favorables qu'avant. Vous savez, avant, dès qu'on avait 2 ans d'ancienneté, il y avait automatiquement 6 mois de salaire de dommages d'intérêt, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, sauf pour le licenciement nul. Mais les conseils de prud'homme n'ouvrent pas la boîte de Pandore et les licenciements nuls, c'est-à-dire les audiences, les instances dans lesquelles le salarié prouve que le licenciement a été prononcé en violation de son statut protecteur, sont assez rares. On vous souhaitait vous rappeler, dans le cadre de ce webinaire, que le licenciement, en tout cas les procédures disciplinaires, ne sont pas incompatibles avec les ruptures conventionnelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir commencé une procédure disciplinaire et la transformer en rupture conventionnelle. L'inverse n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que il n'est pas possible. Parce que lorsqu'on envisage une sanction à l'égard d'un salarié, on doit lui dire. Donc, lorsqu'on le convoque à un entretien préalable, dans l'objet de la convocation, on doit bien mettre qu'il est convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Et lors de l'entretien préalable, on peut discuter avec le salarié et finalement partir sur une rupture conventionnelle. En revanche, et vous l'avez compris, si on convoque un salarié pour une rupture conventionnelle, dans l'objet, on a convocation à rupture conventionnelle et pas convocation à sanction. Donc, lors de l'entretien préalable à rupture conventionnelle, on ne peut pas discuter avec le salarié, lui dire tu ne veux pas accepter ma rupture conventionnelle, on va partir sur une procédure disciplinaire. C'est pour ça que nous, on conseille de partir sur une rupture conventionnelle quand il y a une hésitation, parce que derrière, on peut gagner du temps et transformer la procédure en rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, vous en connaissez les avantages, ça évite d'avoir à rédiger une lettre de licenciement et le risque de contestation devant le conseil de prud'homme est limité. On maintient des relations apaisées et surtout le salarié a les mêmes avantages en termes de montant d'indemnité et d'indemnisation Pôle emploi.
On va avancer un peu rapidement puisque vous connaissez la procédure de rupture conventionnelle avec son entretien, ses délais de rétractation de 15 jours calendaires et de 15 jours d'homologation. Au terme du délai d'homologation, vous le savez, soit la rupture est homologuée d'une manière tacite ou non, et le lendemain, on a la fin du contrat de travail avec la remise des documents de fin de contrat. Et s'il y a un refus express d'homologation, et ben là, le contrat de travail se poursuit. Alors, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais nous, je crois qu'on n'a quasiment jamais eu de refus d'homologation de la part de l'inspecteur du travail. Parfois, on a eu des difficultés sur le montant de l'indemnité parce qu'il y avait des rémunérations variables importantes qui étaient versées postérieures à la signature du CERFA. Et là, l'inspecteur du travail souvent a appelé l'employeur en attirant son attention et en lui demandant de s'engager à revoir à la hausse le montant de l'indemnité de rupture, ce qu'on a fait, il n'y a eu aucun problème. Sur la procédure disciplinaire, on va vous parler maintenant, pour terminer ce webinaire, sur l'accompagnement du cabinet. Alors, le cabinet vous accompagne évidemment sur la procédure disciplinaire en amont, en termes de conseil, en termes de rédaction et en termes éventuellement de négociation par la suite. Le cabinet intervient aussi à toutes les phases de l'existence des relations de travail. Vous êtes en processus de recrutement, vous embauchez un nouveau salarié, vous souhaitez faire évoluer un salarié, modifier un contrat de travail ou des conditions de travail. Un salarié a été déclaré déclare un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou vous adresse un arrêt maladie pour maladie simple. Vous avez des questions sur la gestion des congés payés, sur la durée de travail de votre entreprise ou en matière de gestion des risques, d'hygiène, de santé et sécurité. Vous souhaitez mettre en place une charte de télétravail, mais là, je pense que ce n'est plus le cas. Vous avez bien fait le tour du télétravail ou une charte informatique. Vous pouvez avoir accès au cabinet sans difficulté. Pour cela, on va vous mettre dans le chat un lien Calendly qui vous permettra de prendre rendez-vous directement pour un rendez-vous découverte avec le cabinet. Donc, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous. On aura plaisir à échanger avec vous. Et puis, on profite de ce webinaire pour vous informer, pour vous parler de la nouvelle offre qu'on propose maintenant au cabinet pour l'accompagnement des entreprises. On vous propose un abonnement mensuel illimité en matière de conseil, avec une offre qui débute pour les entreprises de moins de 11 salariés à 590 € hors taxe par mois, avec un engagement sur 12 mois et un premier mois d'essai. Concrètement, pour toutes les questions que vous avez, que ce soit de simples questions de vérification. Par exemple, vous avez un doute sur l'articulation arrêt maladie, congé payé, vous avez besoin d'une simple confirmation orale, vous pouvez appeler le cabinet. Si vous le souhaitez, derrière, on peut confirmer cet échange téléphonique par une consultation. Dans ces abonnements sont aussi compris la rédaction de contrats de travail. On peut aussi échanger sur le fait d'intégrer dans votre abonnement mensuel une mise en place du CSE ou un accompagnement pour la mise en place ou pour la vie du CSE dans ces premiers mois. Voilà, on vous propose nos disponibilités, notre réactivité pour toutes les questions que vous auriez au quotidien. Ce webinaire est fini. Nous allons passer aux questions. Alors, je vais faire échappe pour avoir accès aux questions. Elles sont posées, du coup, les questions. Alors, hop, arrêtez le partage d'écran. Les questions, elles sont là. Alors, pour les témoignages, faut-il le demander sur papier libre ou utiliser le modèle attestation de témoin? Alors, si on part sur des attestations en bonne et due forme, il faut soit utiliser le support, soit papier libre, mais en tout état de cause, avoir les mentions obligatoires qui sont prévues. Donc, si vous avez besoin, vous cherchez sur Internet ou vous appelez le cabinet, on vous transmettra les supports d'attestation. Parce que quand vous demandez une attestation, il est bien de l'avoir directement en bonne et due forme pour que vous n'ayez pas à retourner voir la personne, que ce soit un salarié ou autre, quelques mois après, parce que l'attestation n'est pas valable, alors que son contenu est très important devant le conseil de prud'homme. Ensuite, les conversations Teams, donc pro, connectées,
avec l'adresse professionnelle sont-elles bien en dehors du secret des correspondances, consultables par l'employeur et utilisables en tant que preuve? Si le Teams a été ouvert par l'entreprise et est organisé par l'entreprise, administré par l'entreprise, oui, je vous confirme que ce sont bien des conversations professionnelles qui peuvent être utilisées dans le cadre de procédures prud'homales, en tout cas dans les dossiers, et on commence à le voir. On a eu un temps, et là les pratiques ont été arrêtées, lors notamment du confinement et par la suite, on a eu souvent des entreprises qui créent des WhatsApp pour fluidifier les échanges entre les salariés, entre les équipes. Et on a eu très, très vite des dérives, c'est-à-dire que les WhatsApp où les salariés devaient échanger dans le cadre des équipes, dans le cadre de process ou de gestion de projet, ont utilisé pour certains ces échanges comme des dévidoirs, comme des supports de contestation où les salariés faisaient monter leur contestation vis-à-vis de l'employeur ou dénonçaient des faits. Et moi, la plupart de mes clients ont vite arrêté ces échanges WhatsApp parce qu'en plus, comme c'est sur téléphone, c'est plus simple. Alors que les Teams, en plus, formellement, c'est plus professionnel et on a moins de dérives. Dans le cas d'une petite structure sans CSE, le salarié peut-il demander à être accompagné par un autre salarié? La réponse est oui, dans le cadre d'une petite entreprise, c'est-à-dire sans CSE, ou d'une entreprise qui n'a pas de CSE parce qu'il y a un PV de carence, le salarié peut être accompagné, et on le met dans la convocation à l'entretien préalable, hein, soit par un conseiller extérieur qui va chercher sur une liste qui est, vous le savez, soit à la mairie, soit consultable auprès de l'inspection du travail, soit par un salarié de l'entreprise, sans difficulté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. On est à votre disposition. Vous avez toutes les coordonnées du cabinet, vous avez le lien Calendly et puis on va vous envoyer le webinaire pour que vous puissiez le regarder en replay dans les prochains jours. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.